Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons comparer ce qui va devenir ma nouvelle RAM dans mon PC contre l'ancienne, celle que j'utilise actuellement. Alors j'ai actuellement deux barrettes de RAM de Kingston HyperX, comment ils les appellent? HyperX Genesis. Ce sont les barrettes Kingston basse consommation en fait. Alors je les ai pris tout simplement parce que c'était le même prix qu'une consommation normale. Alors, enfin à l'époque où je les ai achetées en tout cas, hein, c'était en promo. Donc du coup j'ai pris celle-là. C'est 8 Go de DDR3 1600, latence 9, c'est-à-dire K9, pour ceux qui voient de quoi je parle. Quand vous regardez dans la description de la RAM, dans le titre, quand vous l'achetez par exemple sur Amazon, il y a toujours marqué ce petit truc avec marqué K puis un chiffre, ou CL à la limite, c'est exactement la même chose, ça veut dire latence K tout simplement, et donc CAS, hein, c'est tout simplement, c'est une abréviation, et donc voilà ce que j'ai à la place maintenant. Alors c'est 16 Go de Kingston HyperX Savage, c'est de la 2400 MHz, la latence est de 11 cette fois-ci, donc c'est une latence plus haute et une fréquence plus haute. Alors ça a tendance un petit peu à se compenser l'un l'autre, bon bien entendu la fréquence est beaucoup plus haute par rapport aux seulement deux crans supplémentaires qu'il y a de latence. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des performances. On verra avec un processeur AMD, un AMD FX 8320 overclocké un tout petit peu au-dessus du 8350. On verra ce que donnent ces barrettes de RAM et on verra aussi avec un Core i5 3570K ce que ça donne et on verra si ça profite à l'un plus qu'à l'autre, etc., etc. Et on verra aussi l'influence de ce genre de barrettes de RAM sur le cœur graphique, enfin le GPU intégré aux processeurs qui ont un GPU intégré, notamment par exemple les AMD A8, les AMD A10. Là justement ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement voir l'influence que ça a sur le GPU intégré au Core i5 3570K que j'ai en ma possession. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur processeur pour tester ce genre de truc, parce que pour du jeu, il n'y a pas grand monde qui voudra utiliser le cœur Intel HD 4000 qui est intégré dans ce genre de processeur, mais voilà, ça, à mon avis ça devrait être cohérent avec les résultats que vous devriez avoir avec un GPU AMD sur les AMD A10 notamment, qui peuvent former un très bon bas de gamme pour ceux qui ont envie de s'acheter un PC qui a des compétences en jeu qui sont plutôt pas mal sans avoir acheté de carte graphique supplémentaire. Et donc du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un de ces processeurs là et de la RAM assez haut de gamme à mettre à côté pour voir si ça permet comme ça d'avoir des performances qui sont, on va dire, plutôt milieu de gamme en matière de... Enfin milieu de gamme, on va dire milieu de bas de gamme, on va dire, avec le GPU intégré dans les AMD A10. Parce que ça c'est un truc que je vais vous spoiler un petit peu, parce que j'ai déjà vu des tests faits par d'autres sites internet par rapport à l'influence sur le GPU de la RAM, et ça peut presque augmenter les performances du GPU intégré dans les AMD A10 du simple au double. Donc on va voir si c'est pareil avec les Intel Core i5 et leur GPU intégré, qui peut toujours servir pour dépanner en jeu, donc bon, pourquoi pas. Donc, ces barrettes de RAM, malgré le fait qu'elles aient l'air assez prestigieuses, etc., vu que c'est du 2400 MHz, sont moins chères que les 2133, par exemple, et même dans certains cas, on peut les trouver beaucoup moins chères aussi que certaines barrettes de 1866 MHz. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que ces 2400 MHz ont tendance à ne pas être à 100% compatibles avec pas mal de cartes mères et pas mal de processeurs, notamment, si vous avez une carte mère bas de gamme pour AMD FX, il faudra overclocker votre processeur obligatoirement pour pouvoir bénéficier des 2400 MHz. Sinon, ça s'arrête au maximum à 2133. Donc c'est pour ça que les 2133 sont plus chers. Et c'est pareil pour les Core i5. Même les derniers Core i5, a priori, à moins que les tout derniers, à la limite, pourquoi pas. Mais en tout cas, le 3570K, qui n'est pas vieux, aura besoin d'être overclocké pour fonctionner en 2400 MHz. D'ailleurs, je vais vous spoiler un petit peu encore une fois, mais je n'ai carrément pas réussi du tout avec mon Core i5 à les faire fonctionner en 2400 MHz, parce que, je sais pas, ça refuse, mon processeur a pas envie. Le contrôleur mémoire intégré au processeur
ne veut pas être overclocké de telle manière qu'il fera fonctionner les 2400 MHz. Alors c'est pas un gros problème du tout, hein, pour information. Par contre le FX lui s'overclock sans aucun problème pour les utiliser, même si ça demande quand même pas mal de bidouillage, vu que j'ai une carte mère extrêmement bas de gamme, hein, genre carte mère dans les 50 €. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, alors il n'y a pas de crainte à avoir parce que ce sont certes des 2400 MHz, mais si vous les trouvez moins chers que les 2133 MHz, vous pouvez les utiliser à 2133 MHz parce qu'elles sont conçues pour. Elles ont deux paramétrages à l'intérieur du BIOS que vous pouvez choisir pour ces barrettes de RAM. Le premier paramètre est bien entendu pour la compatibilité, celui qui est à 1600 MHz, etc. Donc enfin bon, ça le rend moins performant que ces barrettes de RAM là, si on laisse à ce réglage là. Donc il faut aller dans le BIOS, régler un petit peu. Et donc vous pouvez les régler à 2133 MHz pour la compatibilité, pour notamment les Core i5 et Core i7 Sandy et Ivy Bridge. C'est-à-dire les 2000 quelque chose et les 4000 quelque chose, les 3000 quelque chose et peut-être même certains 4000 quelque chose, je ne sais pas. Et donc vous serez obligé de passer par là tout simplement. Et en passant par le BIOS, vous pouvez bien entendu aussi régler la vitesse qui est annoncée sur l'emballage, les 2400 MHz, si tant est que votre processeur les supporte. Donc hop, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est à quoi ressemblent les barrettes de RAM. Donc comme vous le voyez, hein, ce sont des barrettes de RAM pas très hautes, et c'est fait exprès, hein, c'est tout simplement fait pour que n'importe quel ventirad puisse se mettre par-dessus sans que ça gêne, heureusement, hein, bien entendu, même si il arrive que certains ventirad bloquent, hein, sur certains types de RAM, mais celle-là, il n'y a pas de problème, hein, c'est ce qu'on appelle des barrettes de RAM classiques, hein, c'est pratiquement aussi peu haut que s'il n'y avait pas de radiateur du tout, et ce radiateur dessus est là pratiquement intégralement pour la déco, hein, c'est pas ça, la dissipation thermique est pas forcément quelque chose d'important pour ces barrettes de RAM, même quand elles sont à leur maximum. Elle chauffe pratiquement pas, hein. La DDR3, c'est pas un type de RAM qui chauffe beaucoup, ces dissipateurs thermiques qui ont été mis sur les barrettes de RAM ont été ajoutés à l'époque de la DDR2, et à l'époque de la DDR2, c'était bien vu, parce que c'était vraiment des puces qui chauffaient beaucoup. Mais depuis la DDR3, les puces de RAM n'ont pas tendance à chauffer beaucoup, donc c'est plus pour la déco, comme je le disais, et pour être vraiment certain que même si vous faites n'importe quoi avec, elle ne risque pas de se surchauffer, ça c'est clair, elle ne risque pas. Et me revoilà après avoir fait une longue série de tests assez poussés, enfin ça c'est à vous d'en juger, sur ces barrettes de RAM. Et donc la première chose que j'ai pu voir, c'est notamment que le AMD FX est une bête vraiment très bizarre. Franchement le AMD FX il m'a toujours intrigué, parce que c'est vraiment un processeur très spécial. Et là ce que je viens de remarquer, c'est un avantage, une sorte de... comment dire, de gros truc spécial qu'a le AMD FX, c'est que peu importe la barrette de RAM que tu mets dedans, c'est pratiquement toujours les mêmes résultats. Mais alors c'est incroyable à quel point ça ne fait pratiquement aucune différence. Donc c'est une bonne chose dans le sens où quand on achète un AMD FX, bien entendu, je suppose que ce que l'on cherche, c'est d'avoir de très bonnes performances pour un prix un petit peu moins cher que ce que l'on peut avoir chez la concurrence chez Intel. Donc du coup, eh bien on n'a pas forcément envie d'acheter des barrettes de RAM qui coûtent bien cher, on va dire, et donc du coup, on se met plutôt sur des trucs un peu plus bas de gamme. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que, bah voilà, ça n'a aucun impact sur les performances de prendre des barrettes de RAM plus performantes dans le cadre de l'utilisation d'un AMD FX. Par contre, chez les Intel, c'est très différent. Chez Intel, il y a une grosse différence entre des barrettes de RAM plus ou moins bas de gamme et des barrettes de RAM plus ou moins haut de gamme. Et donc, c'est là où vient le problème, c'est que du coup, si vous êtes chez Intel, il va vous falloir des barrettes de RAM plus haut de gamme que si vous êtes chez AMD, étant donné que chez AMD ça ne gêne absolument pas. Dans ce cas-là, donc, ce que je peux dire, c'est que, à moins d'avoir un AMD A8 ou un AMD A10, et donc si vous avez un AMD FX, c'est pas vraiment la peine de s'attarder sur des barrettes de RAM 2400 MHz, ce genre de choses. Je vous conseille plutôt de vous limiter à 1600 K9, des trucs comme ça marchera tout aussi bien. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à ce graphique, même un benchmark sur la compression de fichiers, ce qui est censé normalement tirer énormément parti de la bande passante RAM, n'a pratiquement aucune différence que quelle que soit la barrette de RAM que vous utilisez, et même si vous utilisez qu'une seule barrette de RAM en single
single channel, c'est-à-dire qu'une seule barrette de RAM, quoi, qu'un seul canal pour tirer parti de la bande passante RAM, ou si vous utilisez deux barrettes de RAM dans deux slots différents de telle manière que ça active le mode dual channel, eh bien il n'y a pas tant de différence que ça. Bon, certes, c'est là où il y a le plus de différence quand on se dispense d'utiliser le mode dual channel, bien entendu, mais comme vous pouvez le constater, il y a pratiquement aucune différence sur toute la ligne. En tout cas, ça se compte sur des pourcentages qui sont loin d'être à 2 chiffres, ça c'est clair. Ce que l'on peut aussi remarquer sur ce graphique, c'est que la différence entre le 2400 MHz et le 2133 MHz fourni à l'intérieur de cette barrette de RAM, c'est-à-dire les deux modes qui sont disponibles, il y a une différence bien entendu, mais elle est pas si grande que ça. Donc c'est pas, comme je le disais, une mauvaise idée de prendre ces barrettes de RAM si on a envie de les utiliser en 2133 MHz, faute de pouvoir faire mieux. Donc du coup, c'est pas vraiment un risque de prendre une barrette de RAM 2400 MHz si vous pouvez pas l'utiliser à cette vitesse-là. Donc ça pose pas de problème, surtout que pour l'instant, c'est ça qui est moins cher par rapport à la 2133. Donc encore une fois, c'est mieux de prendre celle-là. Alors pourquoi il y a aussi peu de différence entre le mode 2133 et le mode 2400 ? Eh bien, c'est parce que une petite partie des performances qui sont perdues en passant en mode 2133 est regagnée par le fait que les latences ont beau être aussi K11 dans les deux cas, sont légèrement meilleures quand vous êtes en mode 2133 MHz. Donc voilà, bon, c'est vraiment foutu d'une telle manière que c'est totalement utilisable en mode 2133 MHz sans qu'on y perde vraiment, quoi, en fin de compte. Bon, on va passer très rapidement devant ce benchmark avec une carte graphique dédiée sur les jeux. Alors certes, c'est pas une très bonne carte graphique, mais comme vous pouvez le constater, même en single channel au lieu d'être en dual channel, c'est-à-dire même avec une seule barrette de RAM, aucune différence à noter. Alors oui, aussi un petit quelque chose que je tiens à dire, c'est que certes, j'ai 16 Go de RAM pour l'utilisation de ces barrettes de RAM là, j'en ai 8 pour l'utilisation de ces barrettes de RAM là, et même à un moment j'en ai moins de 4 en utilisant qu'une seule de ces barrettes là dans un des tests. Alors bon, vous allez me dire que ça fait peut-être une différence, mais bon, en même temps, ce que j'utilise pour faire le benchmark, c'est Ubuntu, donc la différence entre avoir 15,5 Go de RAM libre contre 7,5 Go de RAM libre contre 3,5 Go de RAM libre, inutilisé, complètement inutilisé, ne fait pratiquement aucune différence dans les benchmarks, ne fait même carrément aucune différence dans les benchmarks. Et c'est d'ailleurs un truc que je vous conseille de voir, c'est que j'avais fait une vidéo il y a déjà très longtemps qui consistait à vous expliquer pourquoi plus de RAM ne veut pas forcément dire plus de performance. C'est exactement ce que j'essaye de vous dire actuellement à l'instant. Maintenant, regardons les benchmarks avec le Core i5 3570K, et comme vous pouvez le constater, là, il y a beaucoup plus de différence. Vous pouvez remarquer que la différence entre le dual channel et le single channel est là aussi assez grande, c'est là où se fait le plus de différence pratiquement, mais vous pouvez remarquer qu'il y a pratiquement autant de différence entre le single channel et le dual channel du même type de barrette de RAM qu'il y a de différence entre les 2133 et les 1600, et c'est vraiment assez incroyable, je m'attendais pas autant de différence, et vous pouvez voir notamment sur les benchmarks de compression, encore une fois, ce benchmark en particulier qui est le benchmark sur le LZMA, un format de compression assez lent, et vous pouvez voir que nous avons quand même une bonne progression, c'est significatif. Bon bref, c'est pas non plus de quoi renverser la table, mais quand même. Mais là maintenant, voici le test, là où c'est vraiment le plus significatif, c'est le test du GPU intégré. Et comme vous pouvez le remarquer, alors là, ça se voit tout de suite à la différence qu'il y a entre les barres des colonnes qui sont disposées devant vous, c'est vraiment assez incroyablement différent, quoi. On voit une belle grosse différence, on voit que les GPU, c'est surtout ça qui a besoin d'une bande passante mémoire forte, contrairement aux CPU. Là, on voit pourquoi, pour les AMD A8 et les AMD A10, il ne vaut mieux pas faire l'économie des barrettes de RAM, vaut mieux prendre quelque chose d'au minimum convenable, comme je le disais, 1600 MHz K9, c'est vraiment le strict minimum à utiliser. Ça peut même être une très bonne idée justement d'investir dans ce genre de mémoire vive, parce que bon voilà, c'est de la DDR3, ça a encore de l'avenir, même si la DDR4 vient juste d'arriver, et surtout un autre truc, c'est que voilà, vous pouvez trouver ça à moins de 100 € en version 8 Go, de barrettes de 4 Go, et franchement, ça fera une sacrée différence en jeu, ça c'est clair.
Encore une fois, sans conteste, bien entendu, le plus important, c'est toujours le dual channel, avoir 2 barrettes plutôt qu'une seule, et savoir les mettre dans les bons slots, c'est-à-dire ceux de la même couleur, et non pas ceux qui sont souvent côte à côte, qui sont d'une couleur différente. Il faut les mettre dans la même couleur, dans les cartes mères actuelles en tout cas, à partir de 2005 au minimum. Ils se sont mis d'accord sur ce point-là. Même couleur égale même type de barrette, c'est-à-dire si on a un lot de 2 barrettes identiques, il faut les mettre dans 2 slots de la même couleur, sinon vous n'avez pas le dual channel. Et vous voyez tout ce que vous perdez, surtout si vous utilisez un AMD A8 ou un AMD A10 en matière de performance graphique. En matière de performance tout court, avec un Core i5, eh bien on voit aussi qu'il y a une grosse différence, mais pas autant non plus. Mais là, ça peut devenir gravissime si vous comptez faire des jeux avec le GPU intégré. Ça, c'est clair que là, ça pardonne pas. Bon bah voilà, en conclusion, est-ce que je vous recommande ces barrettes de RAM? Alors celles-là, mes anciennes barrettes de RAM du coup, oui, clairement je vous les conseille énormément parce qu'elles fonctionnent très très bien. Elles fonctionnent à 1,35 volts, ce qui veut dire que si vous les mettez à 1,5 volts comme n'importe quelle barrette normale, vous pouvez les overclocker de manière assez considérable. Pas forcément très utile avec les barrettes normales habituellement, l'overclock, mais avec des barrettes où vous avez autant de marge en matière de tension, c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à 1,65 volts là-dessus sans aucun problème, et vous êtes à 1,35 au départ, eh bien vous avez une grosse marge de tension à augmenter. Là vous êtes déjà à 1,65, donc du coup vous n'avez pas beaucoup de marge. Arrivé à 2400 MHz, vous ne pouvez rien faire en matière d'overclock là-dessus. Bon, elles sont déjà tellement hautes, on peut presque dire qu'elles sont pré-overclockées. Bon bah après en même temps c'est un choix de prendre l'un ou l'autre. En tout cas celle-là fonctionne vraiment très bien, et si vous vous demandez si ça a vraiment une once d'intérêt le fait qu'il soit à 1,35 volts pour l'économie d'énergie, sincèrement rien du tout. Ça a pratiquement aucun sens d'acheter ça pour l'économie d'énergie. Si vous les trouvez aussi peu chers que moi je les ai trouvés à l'époque, très bon plan. Sinon achetez tout simplement des barrettes de RAM standard, des barrettes de RAM normales. Celles-là, est-ce que je vous les conseille? Oui, carrément. Alors là, franchement, elles sont vraiment très bonnes. Je m'attendais à ce que le 2400 MHz soit complètement gimmick, complètement marketing. C'est vrai que si vous avez un AMD FX, c'est complètement marketing, mais si vous avez un AMD A8 ou un AMD A10 ou un Core i5, Core i7, n'importe quelle version, eh bien, ça a vraiment un intérêt pour les performances. Bon, certes, pas forcément un intérêt révolutionnaire, mais si vous les trouvez pour pas beaucoup plus cher que des barrettes de RAM classiques, ce qui est souvent le cas, c'est toujours ça de gagner. Donc, comme je le disais, pour 16 Go, vous avez ça pour 140 € à peine, et franchement, voilà, ça les vaut, ça c'est clair, vu que celles-là, je les ai eues, si je me rappelle bien, pour 8 Go, je crois que je les ai eues à plus de 80 €. Enfin bref, le prix de la mémoire a tendance à fluctuer très souvent, donc les prix que je vous donne actuellement sont certainement plus du tout ceux que vous pouvez voir sur le site internet, sur Amazon ou peu importe, le site internet où vous avez envie de les commander, ou peu importe, je sais pas si on peut encore les acheter dans des magasins physiques, ce genre de matériel. Enfin bref, en tout cas, voilà, par rapport au prix, habituellement, c'est pas beaucoup plus cher, et c'est vraiment bien foutu. En plus de ça, comme je le disais, elles sont compatibles avec le 2133 MHz sans que ça gêne. Enfin, c'est-à-dire par là, ce que je veux dire, c'est tout simplement que il n'y a pas de, comment dire, il y a pas cette espèce de problème auquel je me serais attendu, c'est-à-dire que vu que c'est du 2400 MHz et que ça fonctionnerait pas avec certaines cartes mères, je m'attendais à avoir par exemple le fait qu'il y ait juste un mode compatibilité à la con avec des performances toutes pourries, encore plus mauvaises que celle-là. Non, pas du tout. Ils ont pensé à mettre un mode intermédiaire à 2133 MHz, et ça c'est juste parfait, c'est très bonne idée. Donc du coup, vu qu'elles sont moins chères que les 2133 MHz, prenez celle-là à la place, sauf si bien entendu les prix commencent à fluctuer en la faveur des 2133, et là dans ce cas-là, vaut mieux préférer les 2133. Elles sont plus universelles, c'est-à-dire elles marchent un peu partout, et la différence de performance n'est pas flagrante. Donc est-ce que c'est une bonne affaire? Ça dépend du processeur que vous utilisez, encore une fois. Le AMD FX semble être la seule exception. Ce processeur-là a l'air d'avoir... En fait, je crois que le truc avec l'AMD FX, c'est qu'il a un cache L3 tellement volumineux, en plus de gros cache L2 par-dessus, donc du coup, en gros, t'as énormément de mémoire intégrée au processeur, qui fait que tout ce qui est utile à l'intérieur de la mémoire vive est directement à l'intérieur du processeur. Donc
peu importe la vitesse de la mémoire vive, il a moins besoin de faire d'accès dans la mémoire vive, donc du coup ça a moins d'impact sur les performances. Par contre, si vous avez un Core i5, un Core i7, ou peu importe, même un Xeon, même les plus gros Core i7 ou ce genre de choses, eh bien visiblement la vitesse de la RAM semble encore avoir un impact sur les performances, en tout cas dans certains cas. Et donc voilà, je pense que j'ai plus rien à dire, alors je vous dis salut à tous, et à la prochaine!